Alors le troisième orateur, donc c'est Thomas Kernfond de Poitiers. Et Thomas va nous parler de l'abord des proches dans le cadre du donneur décédé. Donc merci Thomas d'être là et de nous faire participer à ta présentation. Merci de m'avoir invité à cette session. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'abord des proches du donneur décédé. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Le contexte, on est déjà revenu largement dessus, c'est une problématique de pénurie où il y a beaucoup plus de patients en attente de greffe que de greffons disponibles, malgré les initiatives prises pour élargir le panel de donneurs sur le SME, le donneur à critère élargi, puis le recours aux donneurs décédés après arrêt circulatoire. Je ne parle pas évidemment vu la thématique du donneur vivant. L'évolution par type de donneur. Là aussi, on voit qu'il y a une expansion du d'ACEM3, mais une baisse nette des donneurs en SME. Et parmi les causes de cette baisse nette, il y a le taux d'opposition qui stagne depuis un certain nombre d'années, voire qui augmente légèrement et probablement partie en conséquence en fait de la crise sanitaire et de ses suites, après le post-Covid. Alors, l'abord des proches est basé en France sur le principe du consentement présumé, loi ancienne, 1976, la loi dite Caillavet, sur le fait que nous sommes tous donneurs. Alors on voit déjà que pédagogiquement, sur ce point, il y a une petite confusion, parce que les gens, régulièrement, reviennent en disant « Ah bah c'est depuis 2016 qu'on est tous donneurs », alors qu'en fait, on va revenir dessus, c'était une réaffirmation de comment on pouvait s'affirmer comme étant pas donneur. Donc c'est un décret qui est sorti en août 2016 et qui stipule les différentes modalités par lesquelles on peut s'exprimer sur le fait que nous ne souhaitions pas être prélevés d'organes ou de tissus. Donc en 1, c'est le registre national de refus, c'était ça qui était l'accent avait été mis sur ce dispositif. En 2, si on n'est pas inscrit sur le registre national, on peut émettre un document manuscrit, daté, signé et remis à un proche. Si la personne n'est pas dans capacité de l'écrire, ça peut être fait par un tiers devant 2 témoins identifiés. Et sinon, la situation que, en tout cas dans mon centre, on rencontre le plus souvent, c'est un rapport circonstancié d'un proche sur un échange qu'ils auraient eu avec le défunt au sujet de son refus d'être prélevé suite à son décès. Donc les facteurs de risque de refus ou d'opposition, je mets les deux parce que la terminologie, on la rencontre dans différents documents et c'est la même chose. Il y a différents facteurs de risque. Je les ai classés, ça c'est parti pris personnel. On a des facteurs qui sont non modifiables, parce qu'ils sont circonstanciels, des facteurs modifiables à l'échelle de votre entretien et de la gestion du dossier, et des facteurs non modifiables sur une situation singulière qui relèvent plus de on va dire la santé publique, l'éducation et l'information et des soignants et des patients. Donc les facteurs modifiables, c'est l'entente et les relations hiérarchiques au sein de la famille. Ça, on n'y peut rien. On peut tomber dans des situations familiales explosives, indépendante de malheureusement la situation dramatique dans laquelle il se trouve et du projet de don. La situation de deuil dans la famille, le donneur lui-même. Il y a quelques publications qui montrent que l'âge jeune est un frein au don, la mort violente, le type de donneur décédé. Il y a quelques publics qui trouvent que c'est plus compliqué d'obtenir enfin qu'il y a plus de refus dans le cadre des DAC et des lésions causales du décès. Les facteurs de risque non modifiables sur une situation singulière, c'est le bas niveau de connaissance des proches sur la pathologie, c'est surtout décrit dans la DME, le bas niveau de confiance dans le système de santé, et ça je pense qu'on le paye cash dans la situation post-Covid, le bas niveau de connaissance sur le don d'organes et ses implications, et une problématique on ne traite pas ou pas du tout même en France, mais sur la culture de la famille et du patient que nous avons en face de nous. Pourquoi, si on fait un focus là-dessus, ce qui ressort dans une publication, c'est un problème d'identification et de défiance, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans une situation dramatique où il va y avoir une discussion sur un sujet qui
par les problématiques, encore une fois, d'éducation, d'information de grand public, n'est pas forcément bien connue, avec une suspicion qu'il peut y avoir derrière. Et les Nord-Américains avaient fait une étude qui, à mon sens, serait très compliquée à faire en France, où ils avaient regardé le relationnel dans ce contexte en fonction de si l'équivalent du coordinateur, du genre et de l'ethnie du coordinateur par rapport aux proches qui sont abordés, et l'impact n'était pas le même. Donc, c'est surtout qu'il y a une affaire de rôle et de projection, c'est-à-dire qu'on cause plus facilement aux gens à qui on ressemble, en fait. Et il y a toute une affaire de diplomatie là-dedans et de manière de créer le contact. Et à mon avis, c'est ça la clé, quelles que soient les problématiques religieuses, ethniques, culturelles qu'on peut rencontrer. Ça reste il y a certaines études, alors c'était plutôt en Afrique du Sud, qui montraient que la clause culturelle était la principale cause évoquée de refus du don, en disant ah ben non, notre culture ne le permet pas. Mais à aucun moment, en tout cas très peu plutôt, de situations ont permis de faire intervenir un tiers, c'est-à-dire quelque part un arbitrage, un référent culturel de la culture mise en question, parce que seulement 5% des abords s'étaient faits avec une proposition ou conjointement avec un représentant du culte. Il y a une vraie problématique à ce sujet. Les Anglais s'en sont emparés puisqu'il y a un programme déjà d'état de la situation, c'est-à-dire qu'ils vont centrer faire déjà une étude socio-démographique sur des populations avec une ethnie particulière en Angleterre et des aspects culturels, et pour voir les connaissances sur le don d'organes, voir leur acceptation et commencer à discuter justement avec certaines instances culturelles ou religieuses. Alors les facteurs de risque modifiables, ça c'est quelque chose qu'on peut avoir un peu plus entre les mains sur une situation singulière. C'est la perception de l'accueil et de la prise en charge médicale du patient. Quand vous arrivez avec la coordination sur une situation explosive avec des proches, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas compris les tenants et les aboutissants, parce que c'est des gens qui sont malheureux. Enfin, on est dans le grand package de comment communiquer avec les gens qu'on soigne et la famille des gens qu'on soigne. Donc il y a quelques études qui s'étaient intéressées, un peu anciennes, et en fait on voit qu'il y a une association entre l'acceptation du don et le ressenti des familles vis-à-vis de la prise en charge médicale du donneur. Indépendant, c'est pas la prise en charge, c'est pas le ressenti des familles vis-à-vis de l'abord, mais de la prise en charge du patient avant qu'il devienne donneur. La temporalité entre la situation critique du patient et l'abord du don d'organes. Alors ça, c'est un peu plus... Il y a des publications donc qui sont intéressées au taux de réponse positive en fonction du timing lors de la prise en charge du donneur. Alors ça concerne la SME essentiellement. C'est-à-dire, est-ce que c'est à partir du moment où on a la clinique, est-ce que c'est au moment où on a les examens complémentaires? Il y a une question de temporalité, pas forcément la prise en charge, mais dans le temps qu'on laisse aux proches. Ça ressort dans pas mal d'études sur le fait qu'il faudra laisser le temps d'intégrer ce qu'on a expliqué. C'est notre métier, donc on le comprend bien. Mais pour les proches, on leur parle, leur proche est décédé et on leur parle de mort cérébrale alors que le cœur bat, le scope, voilà, il y a tous les éléments de la réanimation qui n'ont pas changé en fait. Et donc il y a cette pédagogie-là à faire. Le temps pour discuter du don d'organes. Sur d'autres publications, le côté oppressant ressenti par la famille sur la question est aussi un facteur d'opposition, de repli. Cette étude néerlandaise était assez intéressante parce qu'en fin de compte, ils avaient modifié, alors c'est une étude étendue sur une décennie globalement, même plus que ça, ils avaient regardé, ils avaient groupé 3 scénarios d'organisation de l'abord du don dans le cadre de la SME, et en fait ils avaient regardé la proportion de ces scénarios d'abord dans leur abord des proches effectivement sur les périodes de 10 ans globalement. Ce qu'ils ont constaté, c'était une baisse
de l'acceptation du don en mort encéphalique, mais une augmentation, et vous voyez quasiment en miroir, de l'acceptation de donneurs décédés après arrêt circulatoire. De leur propre aveu, ce transfert a conduit à perdre des donneurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ISO en disant on a prélevé qu'on prélève en SME ou en DDAC, c'est pareil. Mais eux, ils critiquent eux-mêmes en disant que probablement ils ont perdu des donneurs avec cette pratique-là. Et en fin de compte, sur le scénario 3, pour le remettre, c'est le moment où ils abordent la situation de don d'organes très précocement lors de la prise en charge. Et cet abord très précoce, en fait, conduit en fin de compte à ce transfert, puisqu'on n'est pas sur le modèle français où il y a un délai certain sur lequel on est tous attentifs entre l'entrée en réanimation et l'abord l'ALATA et puis l'abord du don sur le DACM 3. Là, c'est un peu comme en Angleterre, ils abordent les choses très précocement, un certain nombre de donneurs auxquels on n'a pas laissé l'opportunité de passer en mort cérébrale. L'attitude d'équipe soignante dans le contexte d'abord du don, la malaisance du soignant vis-à-vis du don d'organes est un facteur d'opposition. Le caractère très subjectif de la compassion ressentie par la famille pendant l'entretien et la manière dont l'équipe médicale aborde les proches, donc le ressenti d'une pression, le temps passé, le lieu, et les soignants peu à l'aise déjà avec les notions de DDAC et de DDV. Donc, évidemment, tout ça est corrigeable. On peut le corriger par la formation, en fait. C'est que c'est le fait de professionnaliser l'abord des proches et le faire de manière collaborative. Puisqu'en fin de compte, la conduite des entretiens par des professionnels rompus à l'exercice, en collaboration avec les équipes soignantes, a un effet positif sur cette opposition. Alors, comme le montrent certaines études anciennes, le fait d'avoir une formation spécifique à l'abord du don permet d'augmenter la probabilité d'avoir une réponse positive, de même que d'avoir une équipe de coordination entraînée. Le fait de préparer les entretiens, ça ne s'improvise pas. Alors, comme toutes les situations où il faut un briefing, ça va prendre forcément un quart d'heure. Mais en tout cas, il faut prendre le temps de le préparer par l'équipe de coordination conjointement avec l'équipe de réanimation ou de médecine d'urgence ou des soins critiques dans lesquels se situent les malades. Il y a un impact important des programmes de formation. Les Australiens avaient montré qu'ils avaient augmenté sur une période de 4 ans de 58% leur taux d'acceptation. Et les Espagnols, qui sont les champions du monde du sujet, ont un taux de refus à 15%, avec un accent fort dans la formation et la professionnalisation des personnes habilitées à aborder les familles. Quelques petites nuances. Alors c'est surtout en Angleterre, l'étude ACRE qui avait comparé en fait une approche collaborative avec une approche purement faite comme d'habitude. Ils n'avaient pas montré de bénéfice à l'approche collaborative en termes de consentement, qui était autour de 60%. Dans cette revue, là aussi anglaise, donc ça synthétise un peu ce que je vous ai expliqué. Néanmoins, ressort le fait que l'approche collaborative, c'est tout à fait à gauche de l'écran et en faveur est favorable à l'acceptation du don. Les facteurs les plus importants, c'est le fait qu'il y ait eu une discussion au préalable au sein des proches. C'est-à-dire que le fait de s'être exprimé, ça semble évident, mais le fait de s'être exprimé sur son positionnement, et que le dire à ses proches, c'est évidemment très favorable pour le don, et qu'il y a aussi un petit impact culturel sur l'opposition, et ça reste un axe de travail important. L'autre information, on retrouve un peu la même chose sur les DAC, mais c'est pas complètement la même chose. Donc probablement que les problématiques, c'est peut-être une erreur, il y a des règles communes, mais c'est une erreur peut-être de penser que les facteurs de risque d'opposition de la SME sont les mêmes que sur l'approche du DDAC. En 2016, il y a eu l'évaluation des règles de bonne pratique relatives à l'entretien qui reprennent ça, ça se prépare. Il y a un quorum minimum avec des corps de métier spécifiques et il y a une modalité, un scénario de l'entretien qui est singulier pour chaque situation, mais avec une trame qui doit rester la même. Et surtout, il faut en rediscuter. La grille de débriefing est un outil qu'il faut s'approprier, mais qui est majeur pour s'améliorer collectivement entre les équipes de réanimation et de coordination.
Si on prend Cristal Action, il y a 30% d'entretiens qui ne se font pas conjointement, c'est-à-dire soit que par l'équipe de réanimation, soit que par l'équipe de coordination, et c'est montré à l'international que c'est une erreur et que l'approche collaborative est majeure. L'apport de la simulation, il y a une bonne revue de la littérature qui est faite par cette équipe australienne et qui montre que la simulation dans le training, alors j'en refais pas étalage, mais permet d'intervenir sur tous les aspects de la pyramide de Kirkpatrick, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une meilleure satisfaction des apprenants, une meilleure efficacité dans le local et voire national. Donc le message, à mon avis, synthétique autour du don, c'est il faut une articulation parfaite entre les équipes soignantes et les coordinations hospitalières et, comme l'a dit François Carbol, dans les différents secteurs organes et donneurs. Donc classiquement les soins critiques, mais les urgences et en tout cas chez nous, le nouveau territoire à aborder, c'est les l'unité neurovasculaire, parce qu'on est clairement un peu déficient là-dessus. Il faut des protocoles de soins, de simulation et de débriefing. Il faut que ce soit une thématique commune, en fait. Il ne faut pas que chacun reste un peu dans son camp. Ça doit être porté par la coordination et les équipes de réanimation. Ça fait 1 an qu'on a établi des ateliers de simulation de la bord des proches avec les internes, les jeunes réanimateurs et l'équipe de coordination. Ça, c'est majeur, parce qu'en simulation de manière générale, si chacun fait le rôle de la coordination en n'étant pas le coordinateur, ça marche moins bien. Là, ça permet d'avoir un réflexe, une intégration dans cette démarche-là. Et identifier les facteurs de risque de communication difficiles avec les proches, donc la préparation évidemment. Et à mon avis, s'appuyer sur la ressource communautaire, ce qu'on ne fait pas assez, puisque dans les situations de réanimation hors don, on fait facilement appel à l'aumônier, aux représentants du culte musulman. Sur l'abord des proches et le prélèvement d'organes, je trouve beaucoup moins de ce qu'on fait dans mon centre et dans les discussions que je peux avoir avec les collègues. Et ce n'est pas un réflexe qu'on a, alors que probablement ça serait une aide précieuse, parce qu'il faut établir la communication. Ce n'est pas une question de telle ou telle communauté, c'est qu'il faut établir la communication et le dialogue autour de ça. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci beaucoup Thomas. Il y a la place pour bien évidemment quelques questions. Moi, je voulais d'abord te remercier de la clarté de ton propos, et je partage, comme pour l'exposé précédent, la totalité des choses qui ont été dites. Alors aujourd'hui, on a bien cerné le taux d'opposition en France, hein, tu l'as dit. Le taux d'opposition en France s'élève quand l'âge du donneur est plus jeune. Donc on a beaucoup de disparités. On nous dit les régions sont disparates en termes de taux des prélèvements. Il y a des bonnes régions et des mauvaises régions. Ouais, enfin, il y a des régions aussi où on vit plus vieux, il y a des régions aussi qui sont plus jeunes, et donc il y a aussi cette notion-là qui est importante. Les régions du Grand Ouest de la France sont des régions, par exemple, où l'âge moyen de la population est plus élevé. Or, paradoxalement, et ce n'est pas un paradoxe, ce sont des régions dans lesquelles les taux d'opposition sont les plus bas. De plus, ces régions-là sont plutôt adeptes de l'abord anticipé, on en discutait tout à l'heure. Donc ceci peut expliquer cela. La typologie du décès, tu as insisté. On sait que chez les patients qui se suicident, on a des taux d'opposition des familles qui sont très faibles, parce que le contexte est plus favorable et on est un peu dans la discussion, son décès va pouvoir servir à quelque chose ou à quelqu'un. Donc on a chez les suicidés, qui sont souvent des jeunes, voire des très jeunes ces derniers temps, on a un taux d'opposition qui est beaucoup plus bas, par exemple. Ce qu'on sait aujourd'hui dans les établissements de santé, c'est que plus le parcours de soins du donneur potentiel est complexe, plus la durée de séjour hors réanimation est longue, plus on a changé de service ce patient à plusieurs reprises, et on l'a fait pendant le Covid, et plus les taux d'opposition s'envolent. Donc il y a aussi une organisation interne à l'hôpital, et on sait aussi que les taux d'opposition sont plus bas dans les établissements de santé certifiés, dont les coordinations hospitalières sont auditées régulièrement et formées régulièrement. Donc on voit bien qu'il y a des axes qui sont en train de se dessiner, des axes de formation. Pour donner 2 exemples sur l'Île-de-France, 2 axes importants qu'on est en train de développer. D'abord, la formation et l'information des aumôniers. Tu parlais des aumôniers musulmans. Le service régional Île-de-France est au contact des aumôniers musulmans et régulièrement fait des formations ou des informations, ou intervient en tout cas dans ce contexte-là. Et on espère, c'est un travail de longue haleine, mais on espère bien évidemment que ça portera ses fruits. Deuxième notion importante aussi dans la formation de nos jeunes internes. Moi, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cursus de d'anesthésie-réanimation, qui date maintenant de quelques années, on ne m'avait jamais parlé du don d'organes.
jamais du prélèvement. Donc, ça fait partie de leur programme. Voilà. Mais à l'époque, moi je suis très vieux maintenant. Ce qu'on avait, Voilà. ils ont le prélèvement d'organes et la mort encéphalique. Ils n'ont pas une formation sur l'entretien et comment je fais l'entretien. Exactement. Donc aujourd'hui, on est en train de remédier à ça. Là aussi, Île-de-France, expérience pilote pour les anesthésistes réanimateurs et les médecins intensivistes réanimateurs. Là aussi, une formation initiale est en train de s'intégrer. Donc si ça fonctionne en Île-de-France, j'ose espérer qu'on pourra, avec l'appui des sociétés savantes, bien évidemment, développer cet enseignement. On a besoin de former et d'informer nos jeunes médecins, mais ce n'est pas spécifique aux intensivistes. Hein. Il y a les pédiatres, on a discuté des neurovasculaires notamment, donc on voit bien que l'enjeu des neurologues, on voit bien que l'enjeu dépasse largement les spécialités de soins critiques. Donc voilà un petit peu les axes qu'on est en train de développer. Ça prendra du temps. Et puis après, il y a effectivement des axes sur lesquels on n'a pas la main, nous intensivistes, nous sociétés savantes, le communautarisme, on n'a pas la main, la pauvreté, on n'a pas la main, le repli sur soi, on n'a pas la main, le déni ou la défiance à l'État, on n'a pas la main. On l'a vu lors de la crise sanitaire, puisque tu parlais du RNR, hein, on a vu les taux d'inscription au registre national des refus monter, notamment en Île-de-France. De façon très importante. Aujourd'hui, le registre national des refus, l'Île-de-France, c'est 18% de la population. Ben, le taux d'inscrits au registre national des refus, aujourd'hui en Île-de-France, c'est 28%. Et on a des communes, aujourd'hui, qui inscrivent beaucoup. Et ces communes-là sont souvent des communes qui sont défavorisées, où il y a un accès aux soins difficile, où il y a plusieurs communautés qui sont regroupées. Et ces communes-là sont souvent des communes qui ont aussi moins bien adhéré à la vaccination Covid, par exemple. Donc on voit bien que dans l'opposition, dans le refus, il n'y a pas simplement le refus de donner, il y a aussi parfois une défiance vis-à-vis de nos institutions, de nos gouvernants aussi, et qu'il faut aussi en tenir compte dans nos formations. J'ai une question pour Thomas. Tu as insisté sur l'approche collaborative et la nécessité de faire entretien avec la coordination, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais de temps en temps, les familles en réanimation, elles nous prennent un petit peu de cours. Alors, en particulier, tu t'occupes du patient qui va pas bien. Tu vois bien qu'on se dirige vers la mort encéphalique, mais tu n'as pas de diagnostic encore. Et là, les familles, maintenant, qui sont bien informées, il y a un certain nombre de familles qui te disent, quand tu commences à leur dire que ça va mal se passer avec le pronostic, machin, elles te disent, vous allez, docteur, vous allez nous poser la question du don d'organes. Et là, tu n'as pas la coordinatrice sous la main. Comment tu fais ? Alors, j'ai deux réponses à ça. C'est qu'il ne faut pas rendre non plus les choses artificielles. C'est que faut essayer d'arriver à quand même séparer les deux et recourir à la coordination. Après, si le flot de la conversion dans ce sens-là, bloquer la conversation, ça semble difficile. Après, quand on prend les données en Angleterre, lorsque c'est la famille qui aborde, ça augmente le succès d'avoir un oui. Donc c'est les données anglaises. Après, je vais pas donc est-ce que c'est en fin de compte un si mauvais signe que ça? Pas sûr. Après, quelques familles qui abordent en disant c'était non, quoi qu'il en est. Bon, après là en général, on propose de se revoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. On propose de se revoir sur un temps dédié pour en discuter. Et alors, il y a des familles qui restent bloquées, mais il y a un certain nombre qui l'acceptent et qu'on revoit et qu'on rattrape, entre guillemets, dans un deuxième temps. À mon avis, ce qui est majeur, c'est le temps, justement. C'est que par l'urgence souvent quand on fait mal, entre guillemets, en tout cas qu'il y a un delta de compétences, si on est dans la bienveillance et de la formation, c'est souvent qu'on est pris par le temps, parce qu'on est de garde, on a le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, on attend 3 entrées, et en gros, on n'est pas dans les bonnes conditions de fonctionnement. Les points de faiblesse, en tout cas chez moi, c'est le week-end, c'est sur la période nocturne, la famille qui vient de loin et qui arrive à 22h. Et en fait, même si la coordination, elle est très connue, implantée, des fois il y a un retrait, parce que quelque part, le réflexe c'est de dire au moins c'est un problème que j'ai réglé, alors que c'est une erreur, plutôt que de dire on prend le temps, on revoit ça quand il fait jour, on répond aux questions médicales. Et ça permet aussi les gens de se poser, parce qu'en fait, ce qui ressort dans la littérature, c'est que les familles, elles auraient même les études où ils avaient appelé les gens a posteriori pour savoir si
avec le recul, ils auraient répondu la même chose. Il y en a quand même 25% qui disent que non, ils regrettent. Donc, et qu'en fin de compte, c'était la notion temporelle. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être un peu pressés par l'équipe et la situation. Et des fois même, alors qu'on n'a pas du tout le sentiment de les avoir pressés. Donc, faut vraiment avoir cette notion de temps et essayer d'en gagner dans le bon sens du terme en disant on en discute tranquillement, ce qui permet d'organiser et de préparer l'entretien. Ouais. Gaëlle ? Confirmer ça, je crois qu'il faut surtout dire aux réanimateurs, et particulièrement aux jeunes réanimateurs, on n'est pas pressé. On a le temps, il n'y a pas à faire un entretien à 22 heures. Non, on informe de l'état du patient, l'entretien on le fera le lendemain. Exactement. On n'est jamais pressé par un entretien en urgence et encore moins par la réponse qu'on en attend. Et on fait pas ça la nuit. Et on fait pas ça la nuit. Non. Surtout pas. Aucune indication à faire ça la nuit. Gaëlle, il y a une petite... Juste un petit mot pour compléter ce qui est dit. Moi, je suis psychologue à la coordination des organes à Annecy, et j'ai envie de dire que même il y a une certaine plus-value à ne pas faire un entretien la nuit, parce qu'on sait que de toute façon ça va pas être bon. Mais pour les proches, il y a une plus-value à ce qu'ils entendent l'extrême gravité et qu'ils soient accompagnés du côté de la mort le lendemain. Et il y a quand même, au plan psychique, un intérêt à ce que les gens rentrent chez eux avec ça et qu'ils reviennent. Parce que le lendemain, ils auront eux-mêmes cheminé et on n'est plus face à des gens qui sont totalement sidérés. Donc je pense que, y compris si on a le souci de protéger ses proches, c'est très important de différer un entretien. Ok, bon, on a un peu débordé l'horaire. Merci beaucoup à tous de votre participation. Merci. Et de votre assistance. Bonne fin de congrès, merci beaucoup.